Bonsoir, l'actualité européenne et internationale de ce mercredi 14 novembre. Bienvenue dans Euronews Soir. Voici les titres de ce journal. Au Royaume-Uni, Theresa May devait convaincre aujourd'hui son propre camp après le projet d'accord sur le Brexit annoncé hier soir entre Londres et Bruxelles. La première ministre britannique réunissait son gouvernement très divisé sur la question. Devant les parlementaires, elle a assuré que le texte répondait au vote des Britanniques. La France s'apprête à vivre samedi une journée de blocage. Un collectif de citoyens baptisé Gilets jaunes appelle à bloquer plusieurs axes routiers pour protester contre la hausse des taxes sur le carburant. Le gouvernement assure qu'il ne pliera pas et promet la fermeté face aux manifestants. La ville de Bologne, en Italie, sera bientôt la capitale européenne de la météo. Elle va accueillir des supercalculateurs afin d'affiner les prévisions. Ils devraient notamment permettre de mieux anticiper les phénomènes extrêmes qui tendent à se multiplier en Europe. Et puis, c'est une arrivée toujours très célébrée, celle du Beaujolais nouveau qui sera fêté ce soir en France, mais pas seulement. D'autres pays dans le monde, notamment le Japon, ont pris l'habitude de trinquer autour de ce vin. Rencontre dans ce journal avec un viticulteur du Beaujolais qui nous fera découvrir ce nouveau millésime. Bonsoir, bienvenue. L'actualité marquée donc par le Brexit et ce projet d'accord annoncé hier soir entre Londres et Bruxelles. La première ministre britannique Theresa May a réuni aujourd'hui ses ministres très divisés pour tenter de les convaincre de valider ce texte. Marc Bouchage. L'incertitude plane toujours à Londres. La première ministre britannique et son gouvernement doivent décider s'ils valident ou pas le projet d'accord sur le Brexit conclu mardi à Bruxelles. Ce mercredi, juste avant la réunion de son cabinet, Theresa May a rappelé devant les députés que ce qui a été négocié est un accord qui répond au vote des Britanniques lors du référendum de juin 2016. L'adhésion du gouvernement au projet d'accord est indispensable et la première ministre le sait. Mardi soir, Theresa May a reçu ses ministres de manière individuelle pour s'assurer de leur soutien. En cas d'adhésion du gouvernement au projet d'accord, un sommet exceptionnel des dirigeants européens devrait être organisé fin novembre pour valider l'accord de retrait. La France pourrait être en partie paralysée samedi par des opérations de blocage routier. L'appel est lancé par un collectif de citoyens baptisé Gilets jaunes. À l'origine de la grogne, la hausse des taxes sur le carburant. Alors que les prix à la pompe ont augmenté au cours des derniers mois, le gouvernement français a prévenu qu'il ne cédera pas face aux manifestants. Stéphanie Morbois. Voici la carte des rassemblements des Gilets jaunes prévus samedi en France. Ce collectif de citoyens qui proteste notamment contre la hausse du prix des carburants prend de l'ampleur et les manifestations s'organisent sur les réseaux sociaux. Plusieurs centaines d'actions sont prévues. Une grande partie du territoire devrait être touchée par le blocage des routes ou des manifestations à pied. La semaine dernière, des répétitions de la journée du 17 novembre ont été organisées. Il y a un ras-le-bol général, oui c'est sûr. Surtout sur les répressions, sur les taxes, c'est un amas de tout. Je fais beaucoup de kilomètres pour aller travailler, donc écoutez, ça me coûte de plus en plus cher par mois et mon salaire n'augmente pas. L'appel au blocage émane de citoyens et non pas d'organisations syndicales. Le mouvement qui se veut apolitique a toutefois reçu le soutien de plusieurs partis d'opposition. Le gouvernement, lui, affiche sa fermeté et promet des sanctions. La loi, elle s'applique. Donc l'entrave à la circulation, c'est sanctionné. Et je le dis, mais je le dis de façon très tranquille, je dis aux Français, vous avez le droit de manifester, bien sûr, mais il faut prendre ses responsabilités et respecter la loi. L'entrave à la circulation est un délit passible de 2 ans d'emprisonnement et 4 500 € d'amende. Le gouvernement italien persiste et signe. Il ne changera pas son budget 2019. C'est un nouvel affront à la Commission européenne qui avait demandé à Rome de revoir ses objectifs de déficit jugés hors des clous. Mais le gouvernement populiste italien fait la sourde oreille. Les détails avec Grégoire Laurie. Les réactions ne manquent pas dans les institutions européennes face aux défis budgétaires lancés par l'Italie. Le gouvernement populiste refuse de suivre les recommandations de la Commission européenne. Rome maintient son objectif d'un déficit public de 2,4% du produit intérieur brut en 2019. Le gouvernement fait une erreur, même dans le ton employé à l'égard de la Commission, qui applique simplement les règles et qui, selon moi, les applique avec flexibilité. Mais le gouvernement ne cherche pas une négociation pour obtenir de la flexibilité, il cherche la confrontation à des fins politiques, ce qui n'est ni bon pour l'Italie et pour l'économie européenne.
La coalition gouvernementale assure que ce projet budgétaire est le seul capable de relancer l'économie italienne. Je peux rassurer la Commission européenne et tous ceux qui doutent du projet de budget italien. C'est un plan courageux, souhaité par les citoyens qui sont fatigués par les ordres de Bruxelles, qui n'ont rien apporté. Et les citoyens veulent un gouvernement qui défende les intérêts du peuple. L'Italie est le premier État membre à voir son projet budgétaire rejeté par la Commission qui peut compter sur le soutien de la zone euro. Quand on est membre de la zone euro, il faudrait avoir le courage de dire aux électeurs qu'on a partagé une partie de la souveraineté, que ceci soit clair, ou bien on veut une souveraineté totale. Et alors on sort de la zone euro, comme on l'avait laissé entendre avant les élections. Mais on ne peut pas être un pied dedans et un pied dehors. La Commission confirme avoir reçu une proposition révisée de l'Italie. Elle se donne maintenant une semaine pour analyser le document. Rome s'expose à une procédure pour déficit excessif qui peut entraîner des sanctions financières évaluées à plus de 3 milliards d'euros. L'actualité marquée également par la démission du ministre israélien de la Défense. Avigdor Lieberman jette l'éponge après l'annonce d'un cessez-le-feu entre le Hamas et l'État hébreu. Trêve qui intervient après une escalade de violence. Pour Avigdor Lieberman, un ultranationaliste, Israël a cédé à la terreur. L'accord de cessez-le-feu conclu mardi entre Israël et les groupes palestiniens dans la bande de Gaza est resté en travers de la gorge d'Avigdor Lieberman. Le ministre israélien de la Défense a donc décidé de démissionner ce mercredi. Le cessez-le-feu de mardi, combiné à l'accord avec le Hamas, montre qu'on cède à la terreur. Il n'y a pas d'autre façon de l'interpréter. Ce que nous faisons actuellement en tant que pays, c'est acheter du calme à court terme, au prix de graves dommages à long terme pour la sécurité nationale. Pour le désormais ex-ministre israélien de la Défense, le cessez-le-feu est une réponse insuffisante, inadéquate et inacceptable aux tirs de 500 roquettes contre Israël au cours de la flambée de violence des derniers jours. Israël, de son côté, a bombardé des dizaines de positions dans l'enclave palestinienne. Avigdor Lieberman, qui dirige le parti Israël Beitenu, est connu pour son ultranationalisme. En 2015, alors qu'il était ministre des Affaires étrangères, il avait notamment déclaré que tous les Arabes israéliens qui ne sont pas fidèles à Israël devraient être décapités à la hache. Son retrait de la coalition gouvernementale la plus à droite de l'histoire d'Israël plonge Benyamin Netanyahou dans la tourmente. El Chapo, le plus célèbre des barons de la drogue mexicain, est dans le box des accusés à New York. Et on peut dire que le premier jour de son procès a retenu l'attention. L'avocat d'El Chapo a en effet accusé les dirigeants mexicains d'avoir reçu des pots de vin via le cartel de la drogue. Christophe Garache. À New York, le procès d'El Chapo s'est ouvert avec fracas. L'ancien baron de la drogue mexicaine est accusé par la justice américaine d'avoir expédié aux États-Unis plus de 150 tonnes de cocaïne pour près de 14 milliards de dollars. El Chapo est aussi accusé d'assassinat et de corruption. Mais dès sa première prise de parole, l'avocat du trafiquant a déclaré que son client, qui risque la prison à perpétuité, n'était qu'un bouc émissaire dans cette affaire. Maître Jeffrey Lichtman a surtout accusé le président mexicain sortant, Enrique Peña Nieto, et son prédécesseur, Felipe Calderón, d'avoir touché des centaines de millions de dollars de pots de vin du cartel d'El Chapo. Les deux anciens présidents mis en cause ont immédiatement démenti ces accusations. Le gouvernement d'Enrique Peña Nieto a poursuivi, capturé et extradé El Chapo. Les affirmations de son avocat sont complètement fausses et diffamatoires, a réagi sur Twitter le porte-parole de la présidence mexicaine. Le procès d'El Chapo devrait durer au moins 4 mois. Tous les jurés sont escortés de gardes du corps et le tribunal de Brooklyn a été placé sous haute surveillance. Tempête, canicule, l'Europe a connu ces dernières années une multiplication des phénomènes météorologiques extrêmes. Des superordinateurs ou calculateurs seront bientôt installés à Bologne, en Italie. Ils permettront d'affiner et de mieux anticiper les prévisions météo et donc de mieux se préparer à une éventuelle catastrophe naturelle. Des météorologistes et des scientifiques de toute l'Europe se sont réunis à Bologne.
C'est là, en Italie, que seront bientôt installés les nouveaux supercalculateurs européens pour la météo. Un modèle qui permet de prévoir le temps avec plus de précision et plus loin dans le futur. Le lancement de la plateforme européenne de supercalculateurs est un bond en avant selon le Centre européen pour les prévisions météorologiques. Nous voulons vraiment pousser la science en avant, pousser la puissance de l'ordinateur pour voir vraiment si ces vagues de chaleur ou de froid vont arriver en Europe dans les 2 ou 3 prochaines semaines. Ce n'est pas si facile, mais c'est vraiment le défi qu'on veut remporter. Plus la prévision est faite en amont et plus grandes sont les chances de se préparer à des événements climatiques extrêmes en Europe. Une vague de froid imprévisible en Espagne ou un violent orage en Italie par exemple. Sauver des vies et des biens, c'est le plus important et nous pouvons vraiment voir qu'en prévoyant une vague de chaleur, les populations et les autorités peuvent mettre en route l'air conditionné et faire tout ce qui est nécessaire pour protéger les gens. À Bologne, 3 ou 4 structures accueilleront le superordinateur, les systèmes de refroidissement, l'électricité et tous les serveurs. Une installation qui va libérer la puissance de nombreux ordinateurs portables combinés. Des centaines de milliers à des millions d'ordinateurs portables, c'est la performance dont nous avons besoin pour simuler et modéliser des choses complexes comme les prévisions météo. Le prix de tout ce système de superordinateur sera de 160 millions d'euros. Quand vous investissez 1 euro dans un supercalculateur, l'économie et le bénéfice pour la société représentent 12 fois l'investissement. C'est la même chose au niveau européen, donc je n'ai aucun doute sur l'utilité de cet investissement. D'ici à la fin de 2020, Bologne sera le centre européen des prévisions météorologiques. Avec l'introduction de nouveaux superordinateurs, les citoyens à travers l'Europe pourront planifier chaque jour encore plus loin et les gouvernements pourront améliorer leurs alertes et leurs mesures contre les phénomènes météorologiques extrêmes. Qui accueillera les Jeux Olympiques d'hiver 2026 ? Sans doute pas la ville canadienne de Calgary. La majorité de ses habitants s'est en effet prononcée contre l'organisation des JO que beaucoup estiment trop coûteux. Une nouvelle défection se profile pour le CIO. Pas de seconde vie pour ce tremplin olympique canadien. 30 ans après les derniers JO, la population de Calgary ne veut pas remettre le couvert. Elle a dit non jeudi vers 2026 lors du référendum consultatif à 56,4%. Le comité international olympique doit s'en mordre les doigts car ce n'est pas une défection isolée mais une véritable épidémie parmi les villes candidates. Je pense que c'est un bon message à envoyer au CIO qui a besoin de mettre de l'ordre dans ses affaires car personne ne veut plus d'eux. Le camp du oui a récolté 43,6% de voix malgré une campagne très active du comité de candidature Calgary 2026 et la mobilisation du maire de la ville. Ce sera d'ailleurs au conseil municipal de Calgary de se prononcer in fine, a priori en début de semaine prochaine, sur la poursuite ou l'abandon de cette candidature. Mais il pourrait difficilement faire autrement que de jeter l'éponge. Avant Calgary, Budapest, Boston, Hambourg et Rome avaient annulé leur candidature au JO d'été 2024. Les Jeux d'hiver 2022 avaient aussi connu une hécatombe similaire avec l'abandon d'Oslo, Stockholm, Lviv et Cracovie. En cause, le coût de l'accueil des JO et un héritage sportif contesté qui se détériore, comme à Rio, après les JO d'été de 2016. Une soirée de fête se profile en France, mais aussi à l'étranger pour marquer l'arrivée du Beaujolais nouveau. Vin très populaire, mais aussi très décrié, certains n'y voyant qu'un coup marketing. Nous sommes allés à la rencontre d'un viticulteur du Beaujolais qui nous fait découvrir ce millésime 2018. Cinzia et Maxime Bios-Duplan. Des couleurs d'automne, une belle propriété, bienvenue dans le Beaujolais. La région du nord-ouest de Lyon connaît ces jours-ci une activité toute particulière avec le lancement ce mercredi soir du Beaujolais nouveau. Un vin simple, festif, mais qui peut révéler de belles surprises. Denis Chilliet est producteur depuis 2009. Ça sent bon, ça sent le fruit, ça sent le raisin. Il est assez exubérant. Donc peut-être que des gens vont trouver, je ne sais pas, des arômes peut-être un peu exotiques ou bon, il y a toujours, mais il y en a beaucoup dans la tête. L'année dernière, c'était des vins extrêmement virils, très riches, très concentrés. Cette année, ils sont plus classiques entre guillemets de ces dernières années, c'est-à-dire très aromatiques, très colorés. Mais voilà, c'est du vrai Beaujolais, on retrouve bien le gamay. Denis espère vendre 2000 bouteilles cette année.
Chaque automne, quand le Beaujolais nouveau sort des exploitations viticoles, il s'en vend 54 millions de bouteilles dans une centaine de pays dans le monde. Grâce au marketing uniquement, diront les mauvaises langues. C'est vrai qu'on a dit que c'était beaucoup de marketing et quand les gens pensaient qu'il y avait beaucoup de marketing, il n'y en avait pas. Bon, quand on a mis du marketing, ça n'a pas bien fait avancer les choses. Donc je ne suis pas sûr que le marketing soit aussi efficace. Je trouve que ça sent un peu la confiserie. Oui, voilà. Tout est prêt pour célébrer le Beaujolais nouveau 2018. Et pas seulement en France, mais en Australie, aux États-Unis, au Brésil, au Japon et encore plus loin. À minuit pile, les tire-boucherons fonctionneront à plein régime et la fête sera lancée. Euronews, Denis. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité sur notre site internet. Restez sur notre chaîne pour d'autres informations. Bonne soirée et à bientôt sur Euronews.